Les Vases d'Ussé, tome 1, Les yeux verts d'Éléonore, suite. Mardi 17 novembre 1999. Depuis son retour du Kosovo, Éléonore avait repris un rythme normal entre le travail, les 2 séances de danse hebdomadaires avec Steph, les séances de yoga et de méditation matinale, sauf lorsqu'elle était du matin. Michaud était bien à l'heure le 30 septembre. Elle et François avaient eu du mal à se séparer. Ils avaient passé une bonne partie de la nuit à s'aimer, et Éléonore avait peu dormi. Heureusement, Michaud avait pris le volant en premier. Elle n'avait eu à le relayer que 3 heures après, et avait pu dormir un peu avant de prendre le volant. Elle avait appelé François en route et une fois arrivés à Rouen. Depuis, ils avaient repris leurs appels téléphoniques réguliers, simplement pour se parler ou parvenir au plaisir à distance. Mais depuis quelques jours, Éléonore cachait un secret à son mari. Vers la fin octobre, elle s'était rendue compte qu'elle n'avait toujours pas eu ses règles. Ayant toujours eu un cycle irrégulier, elle ne s'en était pas inquiétée outre mesure. Quelques jours plus tard, elle avait néanmoins acheté un test de grossesse. Et dès le lendemain, elle avait fait le test. Positif. Le test était positif. Son cœur avait alors battu à toute allure. Enfin, elle portait l'enfant de François. Elle aurait voulu qu'il soit là pour partager ce moment. Mais il était loin. Comment faire? Attendre qu'il revienne et voir sa réaction? Mais il risquait de lui en vouloir de lui avoir caché quelque chose qui leur appartenait à tous les deux. Non, nous avons décidé de ne jamais nous mentir. Je vais lui dire au téléphone après avoir vu mon généraliste. Elle avait rendez-vous le jour même avec son médecin habituel. Et aujourd'hui, elle avait tous les résultats. Ce soir, elle l'annoncerait à François. C'est lui qui l'appela vers 22 heures. Comme d'habitude, ils échangèrent sur les derniers événements de leur vie depuis leur dernier appel, mais surtout beaucoup de mots d'amour. Éléonore brûlait de tout lui dire tout de suite, mais elle choisit une façon détournée. « François, j'ai quelque chose à te demander. Serais-tu d'accord pour que j'aménage différemment la chambre d'amis ? Tu sais très bien que tu as carte blanche. Quel est ton projet ? Eh bien, j'aimerais aménager une chambre d'enfant. » Il fallut quelques secondes à François pour assimiler la nouvelle. « Mon amour, tu veux dire que tu es enceinte ? » ?»« Oui, je suis enceinte. J'attends notre bébé, François. » »« Oh, je voudrais te prendre dans mes bras, te toucher. Je suis si heureux, Éléonore, je t'aime. Moi aussi, tu ne peux savoir à quel point je t'aime. Et maintenant, j'ai une partie de toi dans mon ventre. J'aimerais pouvoir le caresser, ton ventre, et aussi le reste. Nous attendrons que tu sois là pour le dire à nos parents. De toute façon, il est un peu tôt pour leur dire. Je veux être sûre que tout se passe bien avant. Mais il n'y a pas de raison, je suis en pleine forme et prudente. Pour l'instant, c'est notre secret à tous les deux. Malheureusement, je ne suis pas sûre que tu puisses être présent pour la première échographie. Il faut qu'elle soit faite avant le 28 décembre. Je vais voir si je peux revenir à temps. Je vais tout faire pour cela. Je veux être avec toi. Quitte à prendre moi-même le rendez-vous au dernier moment. Je connais les gynécos du pavillon mère-enfant. Pour l'instant, j'ai bloqué un créneau pour le 27 décembre. C'est le dernier jour possible pour être dans les temps. Je vais tout faire pour être là pour cette échographie et les autres, et pour toute ta grossesse jusqu'au bout. Lundi 27 décembre 1999. Enfin, le jour du retour de François était arrivé. Il avait réussi à négocier son retour une journée plus tôt. Depuis qu'Éléonore lui avait annoncé sa grossesse, il était sur un petit nuage. Leur joie à tous les deux avait été obscurcie par le désastre écologique du 12 décembre, quand l'Erika avait sombré au large de la Bretagne, occasionnant la pire marée noire qu'on ait connue en France. Depuis le 23 décembre, les premières galettes touchaient les plages du sud du Finistère. Et le jour de Noël, des centaines de kilomètres de la pointe de la Bretagne jusqu'à l'île de Ré commençaient à être souillés par ces galettes suite aux 20 000 tonnes de fioul échappées des brèches de la coque. Éléonore avait été révoltée par les mots du ministre de l'écologie qui avait osé dire que ce n'était pas une catastrophe écologique majeure.
La nappe de pétrole qui avait touché les côtes et qui par endroits faisait 15 centimètres d'épaisseur, cette gigantesque flaque de chewing-gum noir et puant qui avait aggloméré sur des kilomètres de grosses quantités de sable et de petits animaux, des dizaines de milliers d'oiseaux mazoutés, condamnés, principalement des guillemots, et ce n'était pas une catastrophe majeure. Elle était tellement en colère qu'elle décréta ce jour-là de ne plus jamais faire son plein de carburant chez Total, jugé responsable de ce désastre. La veille du départ de François, la tempête Lothar avait traversé la France, détruisant tout sur son passage, faisant 92 morts dont 13 en Normandie. Éléonore l'avait appelé pour le supplier de ne pas prendre de risques. Mais il tenait à être présent avec elle, et de toute façon, s'il y avait le moindre risque, les avions ne décolleraient pas. Le sien décollait de Tirana à 4h50 du matin pour arriver à Roissy-Charles de Gaulle à 9h10 après l'escale de 45 minutes à Vienne. Son vol Vienne-Paris fut maintenu. En revanche, le vol suivant fut reporté. La tempête Martin allait traverser la France à son tour, plus au sud cette fois. Il atterrit à l'heure prévue et Laurent l'attendait. Ils arrivèrent à Rouen bien avant midi. La tempête Martin atteignit le sud de la Bretagne en milieu d'après-midi avant d'arriver en Alsace vers minuit pour obliquer ensuite vers le sud en direction de Gênes. Sur la route qui les ramenait à Rouen, la trace des vents violents qui avaient traversé la France la veille sur une bande de 150 km, touchant la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace, était bien visible. Les forêts, surtout, avaient été touchées, des clochers d'église, des toitures s'étaient envolées. À Rouen, les rafales à 140 km/h avaient fait tomber un clocheton de la cathédrale. Éléonore, qui avait travaillé le week-end, était en repos. Inquiète, elle suivait les événements heure par heure. C'est soulagée qu'elle se précipita dans les bras de François dès qu'il franchit la porte. Elle le lâcha quelques secondes pour embrasser Laurent, mais réintégra très vite les bras de son mari. Laurent les laissa rapidement seuls. Ils auraient l'occasion de se voir plus tard, et il avait pu discuter avec son frère dans la voiture. François prit les lèvres d'Éléonore. Leur baiser se prolongea. Ils sentaient tous les deux leur désir augmenter, mais ils n'éprouvaient pas la même urgence que la dernière fois qu'ils avaient été réunis. « Je suis enfin revenu, pensa-t-il. Malgré toutes les difficultés dues à la séparation, les situations difficiles vécues au Kosovo, la crainte de ne pas revenir à temps à cause de la tempête, il était chez lui. Il avait retrouvé sa femme. Il baissa les yeux vers elle et ressentit tant d'amour qu'il se demanda s'il n'allait pas exploser. Éléonore vit cet amour dans ses yeux bleus qui devenaient d'un violet profond, à la lueur de la lampe qu'elle avait allumée pour lire tant le temps était couvert. La même émotion la submergea. La gorge nouée, il se pencha pour l'embrasser de nouveau. Il fallait à tout prix qu'il lui fasse l'amour, maintenant. Il savait qu'elle en avait envie aussi. Elle semblait toujours prête, elle semblait toujours avoir envie de lui quand il avait envie d'elle. Il la porta jusqu'à leur lit. Il sentit la bouche de la jeune femme s'ouvrir quand sa langue se glissa entre ses lèvres. Il sentit la tiédeur de son haleine. Il l'embrassa dans le cou, lui mordilla le lobe de l'oreille et descendit vers sa gorge. Elle ne bougeait pas, laissant les légers picotements se transformer en frissons d'attente, une attente d'une telle intensité que quand il prit un mamelon dans sa bouche, elle sentit une onde d'excitation la parcourir au plus profond d'elle. François était déjà plus que prêt, mais il sentit son désir croître en entendant Éléonore gémir. Il avait envie de la prendre, là, tout de suite. La jeune femme sentit le désir brûlant de son mari embraser le sien. Lorsqu'il fit descendre sa bouche, elle retint sa respiration. La langue de François ne s'attarda guère sur le nombril. Il ne voulait pas attendre et elle non plus. Elle le sentit embrasser une cuisse, écarter ses jambes et embrasser l'autre cuisse, puis les replis de son sexe. Il retrouva son goût familier, donna de lents coups de langue sur son clitoris. Elle gémit plus fort et les mouvements de la langue de François provoquèrent des ondes voluptueuses qui la traversèrent. Presque sans avertissement, elle atteignit le paroxysme du plaisir et ressentit un désir fulgurant. Elle le voulait en elle, l'attira sur elle pour qu'il la pénètre. Il s'enfonça profondément, lutta pour se retenir, mais elle le pressa et il se laissa aller.
En quelques va-et-vient, il la rejoignit, sentit les ondes de plaisir monter et se déchaîner, encore et encore. François demeura allongé sur elle, moment qu'elle avait toujours apprécié, mais il se souvint alors qu'elle était enceinte et craignit d'être trop lourd pour elle. Ils prirent leur douche ensemble avant le rendez-vous d'échographie prévu à 17 heures. C'était leur premier rendez-vous avec leur bébé. François avait du mal à s'imaginer Éléonore enceinte. Elle était toujours aussi mince, son ventre était encore plat, seul indice ses seins, dont le volume avait légèrement augmenté et qui étaient plus sensibles. Il l'avait perçu lorsqu'ils avaient fait l'amour. Il est vrai qu'elle avait beaucoup souffert de nausées et de vomissements au début, mais depuis une quinzaine de jours, elle n'en avait plus. Ils purent voir enfin leur bébé qui gigotait dans tous les sens. Il bougeait les bras, les pieds, se tournait, se retournait. François était persuadé, à voir ce bébé bouger ainsi, que c'était une fille, une danseuse comme Éléonore, qui s'entraînait déjà dans le ventre de sa mère. Il leur faudrait attendre la prochaine échographie pour connaître le sexe du bébé. En réalité, ils n'avaient pas envie de le savoir. Peu leur importait que ce soit un garçon ou une fille. En ce qui concernait la datation, ce n'était pas compliqué, puisque la conception ne pouvait être qu'entre le 27 et le 29 septembre. La gynécologue retint le 28 septembre comme date de conception. Date du terme, 29 juin. Éléonore serait enceinte jusqu'aux yeux pour le mariage religieux. Mais peu importait. Leur bébé allait bien. Il était en parfaite santé. C'était ça le plus important. Il ne leur restait plus qu'à l'annoncer aux grands-parents et aux oncles. Le réveillon de la Saint-Sylvestre serait le bon moment, puisqu'ils les auraient tous sous la main. Une nouvelle page de vie s'ouvrait devant eux.